Nous allons commencer avec M. Bourgault-Fouché. Vous avez 5 minutes. Oui, bonjour, Monsieur le Président, membre du comité. En tant que chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine, je m'intéresse depuis plus de 3 ans au secteur des pêches et de l'aquaculture commerciale au Québec maritime, dans une perspective de développement régional. Les enjeux rencontrés par ce secteur d'activité-là sont multiples, puis je vous remercie ce matin de m'avoir invité euh, à comparaître en tant qu'expert pour me prononcer sur les questions des investissements étrangers et de la concentration des entreprises en matière de permis et de quotas de pêche. Au Québec, la présence de firmes de fonds étrangers dans la transformation des produits aquatiques est bien réelle, mais elle demeure peu documentée. C'est un sujet qu'on aimerait d'ailleurs étudier beaucoup plus en profondeur à l'IREC. C'est par contre un enjeu qui relève du champ de compétences des provinces et je ne pense pas que le MPO doive intervenir dans ce segment-là de la filière. Cela dit, je pense qu'il faille saluer les efforts déployés ces dernières années par le MPO pour enchasser les politiques du propriétaire exploitant et de la séparation de la flottille de pêche dans des règlements, même si, au regard des témoignages reçus lors des dernières séances, il semble qu'il y ait encore beaucoup de travail à accomplir pour parvenir à faire appliquer pleinement ces règlements-là. En fait, c'est surtout en matière de concentration des entreprises de pêche, un phénomène observable depuis quelques années au Québec que j'aimerais me prononcer tout spécialement aujourd'hui. Donc, depuis une dizaine d'années, j'ai sorti les données officielles du MPO. Donc, entre 2012 et 2021, il y a 465 permis de pêche en moins au Québec, ce qui représente une diminution de 8 tandis qu'il y a 34 pêcheurs en plus, ce qui représente une augmentation de 3 En d'autres mots, il y a aujourd'hui de plus en plus de pêcheurs qui se partagent moins de permis, ce qui signifie qu'on assiste à une concentration non négligeable des permis de pêche. En parallèle, la valeur des débarquements a fortement augmenté au cours des dernières années, principalement en raison de la hausse des prix des principaux crustacés sur les marchés mondiaux. Le résultat est que chaque pêcheur gagne aujourd'hui en moyenne près de 2 fois et demi ce que gagnait un pêcheur il y a 10 ans. Et je parle ici en dollars constants, ce qui signifie que l'inflation est prise en compte dans le calcul. Donc ces données-là sont très générales, puis masquent une réalité qui est infiniment plus complexe. Récemment, j'ai eu la chance de réaliser un portrait des pêches pour les MRC de la Gaspésie. Au cours de cette recherche-là, on a entre autres effectué une tournée de la Gaspésie pour récolter des données qualitatives, notamment par entretien, auprès d'intervenants du secteur des pêches. Ces entretiens-là viennent compléter les données statistiques, puis permettre de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre en Gaspésie et possiblement ailleurs au Québec maritime et même au Canada atlantique. La concentration des permis de pêche, bien enclenchée depuis quelques années, engendre deux grands enjeux pour les communautés côtières, soit la redistribution des richesses et l'établissement de la relève. Pour le dire autrement, la concentration des permis de pêche et des quotas au cours des dernières années s'est manifestée par une concentration de la richesse et une augmentation des inégalités socio-économiques entre les pêcheurs de différentes flottilles, surtout entre, d'un côté, les pêcheurs de crabes des neiges et de homards d'Amérique et, d'un autre côté, le reste des pêcheurs. Cette concentration-là des permis de pêche et des quotas a aussi eu pour effet d'accentuer les barrières à l'établissement de la relève, dans la mesure où l'acquisition d'une première entreprise de pêche est plus difficile qu'auparavant, ce qui renforce à son tour les inégalités socio-économiques. Je tiens à rappeler pour conclure que le but des règlements, des politiques du MPO, en plus de protéger et de conserver les écosystèmes marins, est de favoriser la prospérité économique des pêcheurs et de leur communauté. Il apparaît pourtant que le ministère ne parvient pas à remplir adéquatement ce rôle-là. Et pour cette raison, il est nécessaire d'envisager d'autres mécanismes réglementaires pour prévenir une trop grande concentration des permis de pêche, surtout pour les principales espèces, et dans un second temps, pour faciliter l'accès de la relève à ces permis-là. Merci. Monsieur Burgot-Fauché, maintenant, pardonnez-moi si j'ai mal prononcé votre nom, vous avez dit que vous fournissez des données depuis plus de 10 ans. Depuis combien de temps ce problème est-il apparent et avez-vous noté des changements positifs au cours des quelques dernières années? Alors, peut-être pour préciser, les données que j'ai étudiées sont celles fournies en ligne par le ministère des Pêches et des Océans.
J'ai retenu les 10 dernières années pour pas retourner trop loin en arrière. Il y a aussi des enjeux dans la compilation de ces données-là qui parfois changent à certains moments. Et donc, j'ai regardé les données uniquement pour le Québec. Je peux pas confirmer que le phénomène est similaire dans le reste du Canada, mais fort probablement que oui. Sinon, si on remonte à plus de 10 ans en arrière, non, c'est trop difficile. Les données sont pas forcément comparables. Je vais aller avec Monsieur Bourgault-Fauché et j'apprécie énormément la présence de tous les témoins, toujours très pertinents. Monsieur Fauché, vous nous avez parlé de la concentration des permis et des quotas de pêche, surtout au Québec. Quels sont, selon vous, les facteurs principaux qui ont mené à une concentration aussi importante? Merci pour la question. Je dirais qu'il y a deux principaux facteurs qui viennent essentiellement des politiques menées par le MPO. Donc, le premier, ce sont les plans de rationalisation qui ont été mis en place là, pour la plupart à la fin des années 90 jusque dans les années 2010 dans différentes pêcheries et qui ont consisté pour l'essentiel à racheter des permis existants afin de les supprimer. Ça a permis, dans certains cas, d'augmenter les quotas associés à chaque permis, puis d'améliorer la rentabilité des entreprises de pêche. Mais ça a aussi eu comme effet indésirable de venir concentrer les permis de pêche. Un autre facteur, c'est aussi le passage dans plusieurs pêcheries d'une pêche compétitive aux quotas individuels transférables. Donc, les quotas individuels transférables sont venus attacher au permis de pêche une quantité déterminée de ressources à prélever. Donc, ça a fortement fait augmenter la valeur des permis, puis ça a provoqué un mouvement de rachat de permis entre les pêcheurs et ça a contribué à la concentration, encore une fois, des permis qu'on observe aujourd'hui. Donc, juste qu'on comprenne bien, je tiens à préciser que les plans de rationalisation puis le passage aux quotas individuels transférables ne sont pas forcément inadéquats, seulement ils ont engendré des conséquences indésirables en ce qui a trait à la concentration des permis, une concentration qui entraîne à son tour des enjeux de redistribution des richesses et d'établissement de la relève. Merci, c'est très éclairant. Dites-moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est ça, c'est que, bien sûr, il y a un certain, c'est un peu vicieux comme système, c'est qu'il y a un certain, pour certains pêcheurs, c'est plus payant, donc on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour certains pêcheurs, c'est plus payant, mais par contre, on sacrifie la relève, on sacrifie l'accessibilité pour les communautés à leur potentiel de pêche. Pouvez-vous me dire comment ça se manifeste là, sur le terrain? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Oui, ben, pour ce qui est de la concentration de la richesse, puis je me base ici sur les entretiens qu'on a pu faire en Gaspésie où on est allé à la rencontre, entre autres, des pêcheurs gaspésiens. Faut prendre en considération la conjoncture économique mondiale, c'est-à-dire que dans les 10 dernières années, il y a eu une hausse du prix des principaux crustacés très impressionnante sur les marchés mondiaux. Donc, on pense au homard d'Amérique, au crabe des neiges. Donc, ce sont des facteurs de conjoncture socio-économique mondiale qui échappent aux pêcheurs. Et ben, ça a eu comme conséquence que les revenus des pêcheurs d'homards d'Amérique et de crabe des neiges ont fortement augmenté en même temps que les permis se concentraient. Et donc, les pêcheurs des autres flottilles n'ont pas eu la même chance en ce qui a trait au prix, pardon, des espèces qu'ils pêchent. Donc, encore une fois, lors des entretiens réalisés, il était clair que le phénomène de concentration de richesse est de plus en plus visible entre les pêcheurs. Donc, ça se voit sur les quais, les disparités matérielles se creusent entre les pêcheurs de différentes flottilles, en même temps que la capacité des uns à racheter les autres se renforce. Donc, seuls les pêcheurs les plus fortunés sont désormais en mesure d'acheter les permis, ce qui a pour effet de concentrer la propriété, encore une fois, puis de renforcer les inégalités. Pour ce qui est des barrières à l'établissement de la relève, c'est principalement la hausse de la valeur des permis qui pose problème, encore une fois, euh, en raison de la hausse des prix des principaux crustacés, de la concentration des permis, des plans de rationalisation, des quotas individuels transférables. Donc, la relève a de moins en moins accès à ces permis-là. Il y a actuellement une surenchère sur les permis. Puis, donc, l'accès de la relève au permis et plus généralement à l'acquisition d'une première entreprise de pêche est devenu quasiment impossible, à moins d'être issu d'une famille de pêcheurs, donc d'hériter d'un permis de pêche, si on peut dire,
ou d'être issu d'une famille fortunée. Et donc, encore une fois, ça vient renforcer les inégalités. Ça dégarnit les communautés. Dites-moi, votre solution, je sais que vous avez parlé de permis communautaire. Est-ce que pour vous, donnez-moi donc une petite explication de ce que ça pourrait donner comme résultat? Mhm. Il y a plusieurs pistes de solutions. Je dirais, je pourrais revenir sur les permis communautaires, effectivement. Mais donc, je tiens quand même à rappeler que les règlements sur le propriétaire exploitant, la séparation de la flottille de pêche jouent un rôle important au Canada atlantique pour préserver l'indépendance des pêcheurs et favoriser les retombées économiques dans les communautés. Par contre, il apparaît très clair que l'application de ces règlements-là, pour avoir moi aussi regardé les autres personnes qui ont comparu avant moi, donc l'application de ces règlements-là, visiblement, doit être renforcée et fait défaut actuellement. Pour éviter une trop grande concentration des permis de pêche, il serait aussi approprié d'ajouter certains critères pour éviter cette concentration-là. Par exemple, en surveillant davantage les transactions, en bloquant celles qui sont jugées abusives. Et il y a aussi d'autres mécanismes réglementaires qui sont certainement étudiés pour garantir une meilleure répartition des permis, puis favoriser l'établissement de la relève en leur donnant, par exemple, encore une fois par voie réglementaire, un accès préférentiel à certains permis. Et aussi, je pense que le MPO devrait sérieusement étudier la possibilité de délivrer des permis de pêche communautaires, non seulement aux communautés autochtones, mais aussi aux communautés allochtones. Ça pourrait faire l'objet d'un projet pilote pour commencer dans différentes communautés qui pourrait être vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il nous reste suffisamment de temps pour parler de ces On y permis-là. reviendra, monsieur. On y reviendra. Oui, ma première question s'adresse à M. Bourgault-Fauché. Le Québec a-t-il une commission de prêt pour aider les pêcheurs à investir dans l'industrie? Il existe des programmes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour soutenir les pêcheurs dans l'achat de bateaux de pêche. Donc, il y a un programme provincial qui aide les pêcheurs dans l'acquisition d'équipements, mais au-delà, non, pas vraiment, étant donné que c'est de compétences fédérales. Les programmes viennent surtout du gouvernement du Canada pour ce qui est du soutien aux pêcheurs. Donc, la commission des prêts aux pêcheurs ne finance pas l'achat de permis de quotas. Est-ce exact? À ma connaissance, non. Okay. Pensez-vous que cela aiderait les pêcheurs à maintenir leur indépendance si il existait une commission fédérale des prêts aux pêcheurs qui pourrait donc financer l'achat pour les transferts de permis et autres? Je ne sais pas si c'est forcément une commission pour aider l'achat de permis qu'il faut. On peut aussi envisager différents règlements pour superviser les transactions ou pour maintenir le prix de ces permis-là moins élevé, artificiellement moins élevé que leur valeur marchande, par exemple. Donc, il y a différents mécanismes qui sont à entrevoir. Peut-être qu'une commission ou un soutien financier direct sous forme de prêt aux pêcheurs est envisageable aussi. Je voulais poser d'abord une question à M. Bourgault-Fauché. Vous avez décrit, monsieur, le lien entre les politiques du ministère des Pêches et Océans pour ce qui est de l'efficacité et des quotas transférables comme étant des déterminants de cette concentration qui augmente. Maintenant qu'il y a ce nouveau climat réglementaire et ses intérêts, est-ce que vous voyez un lien avec le contrôle et aussi avec la propriété étrangère? Il n'y a pas forcément de lien avec la propriété étrangère dans la mesure où les règles sont les mêmes pour tous, que l'investisseur soit étranger ou domestique. Puis, il y a en parallèle d'autres politiques comme celle protégeant le propriétaire exploitant et la séparation de la flottille de pêche. Donc, si ces règlements-là sont bien appliqués,
les quotas individuels transférables ne posent pas forcément problème. Là où ça crée un certain enjeu, c'est que ces quotas-là deviennent justement transférables et ça leur attribue une valeur qui est marchande. C'est une mesure qui s'est vue dans différents États occidentaux, l'apparition des quotas individuels transférables. Et ça crée une flambée de la valeur de ces permis-là qui, anciennement, étaient distribués à peu près n'importe qui en faisait la demande. Donc, les quotas individuels transférables sont venus fortement augmenter la valeur des permis et ça a créé ce mouvement-là de concentration où certains pêcheurs plus fortunés ont acquis les permis d'autres pêcheurs et ça a créé une spirale un peu où la concentration s'est accentuée dans les dernières années. Vous avez parlé, on revient au permis communautaire. Dans quelle proportion ces permis-là devraient-ils être délivrés pour que ça ait un réel impact sur les communautés? Et est-ce qu'on sentirait un mouvement réfractaire de ceux qui possèdent davantage de concentration? Comment vous voyez ça? Sentiment réfractaire, possiblement. C'est sûr que les permis de pêche communautaires, peut-être pour ajouter quelques précisions, parce que j'entends par là, je propose en fait d'en faire un projet pilote, c'est-à-dire que c'est exploratoire et je pense qu'on devrait étudier plus en profondeur la question. Je ne prétends pas être expert sur cette question-là. De toute façon, c'est un projet qui ne s'est jamais vu en dehors des communautés autochtones. Ce qu'on sait des permis de pêche communautaire, par contre, c'est que ça vient mettre les ressources aquatiques entre les mains des communautés qui ont alors pour responsabilité de gérer les activités de pêche et de prendre les décisions d'affaires dans l'intérêt général. Les permis de pêche peuvent pas être revendus, ils peuvent pas être acquis par des individus. Ces permis de pêche sont la propriété de la communauté. Les pêcheurs sont, dans ce cas-ci, embauchés par contrat par la communauté et les profits sont partagés équitablement entre les deux parties, encore une fois établis par le contrat, donc entre la communauté et les pêcheurs. Et la communauté, elle, va décider ensuite où elle investit sa part des profits, que ce soit dans le développement de ses activités de pêche elles-mêmes ou ailleurs dans la communauté. Ça peut être en santé, en éducation, dans différents services publics, dans les infrastructures de transport, dans le logement, etc. Et donc, un projet pilote, oui. Ce volet-là s'applique davantage aux communautés autochtones. Mais au niveau des communautés allochtones, il y a déjà des soins de santé, il y a déjà des services... Oui, mais ça peut être, par exemple, dans les infrastructures de transport, dans le logement, ça peut être ailleurs dans la communauté, ça peut être pour bonifier les services de santé, par exemple, à l'échelle locale. Et ce que j'entends par projet pilote, en fait, il faut expérimenter, faudrait idéalement passer par la délivrance de nouveaux permis pour des espèces peut-être émergentes ou pour des espèces qui sont en train de se déplacer. On peut penser au homard au Québec. Visiblement, il y aura des nouveaux permis qui vont être délivrés plutôt que viser les permis existants pour éviter justement un trop grand bouleversement des flottilles existantes. Et la gestion de ces permis-là communautaires devrait être strictement encadrée par voie réglementaire pour éviter les dérives. Que ce soit en matière d'attribution des contrats entre les pêcheurs ou en matière de commercialisation des captures. Il est nécessaire de garantir une saine gestion pour que le dispositif fonctionne bien.